Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte absolument fondamental du bouddhisme zen, le Sutra de l'estrade. Mais ce qui rend cette histoire vraiment incroyable, c'est que son auteur n'était pas du tout un grand érudit, loin de là. C'était un maître improbable, un simple bûcheron qui, tenez-vous bien, ne savait ni lire ni écrire. Puisqu'il n'y a rien depuis le début, où la poussière peut-elle bien se poser? Vous entendez ça? Ces quelques mots, d'une simplicité déconcertante, eh bien, ils ont littéralement mis le feu aux poudres dans le monde du zen. Et l'homme derrière ces vers, on va le voir, est au centre de tout. Voilà, première partie. Un éveil inattendu, ou comment on passe de bûcheron à chercheur spirituel. On va donc faire la connaissance de notre protagoniste, un certain Huineng. Et disons que ses origines, très modestes, ne le destinaient pas du tout, mais alors pas du tout, à la carrière qu'il attendait. Alors, qui était ce Huineng? Imaginez un peu le tableau. Un jeune homme très pauvre de la région de Lingnan. Il est illettré, il ne sait pas lire. Toute sa vie tourne autour de sa mère, qui est veuve, et pour subvenir à leurs besoins, il coupe du bois et il le vend. C'est tout. Le décalage entre cette vie de misère et son futur rôle de grand maître du zen, c'est juste ahurissant. Et puis, un jour, tout change. C'est vraiment le moment clé de l'histoire. Il est en train de livrer son bois, comme d'habitude, et là, il entend quelqu'un réciter une phrase du Sutra du Diamant. Une seule phrase. Et bam, c'est l'éveil. Soudain, profond, instantané. Sa vie vient de basculer. Cet éveil, c'est comme une étincelle qui met le feu à tout le reste. Dans la foulée, un client, qui a sûrement senti qu'il se passait quelque chose, lui donne une somme d'argent conséquente, assez pour mettre sa mère à l'abri. Et voilà Huineng, libre de partir. Il se lance alors dans un voyage de 30 jours à pied, vers le nord, pour trouver le monastère du grand maître, le 5e patriarche. Et l'arrivée au monastère, c'est pas vraiment un accueil chaleureux. Le maître, Ongraine, le voit arriver et le teste direct. Il lui lance « Tu viens du sud, t'es qu'un barbare, comment tu pourrais devenir un bouddha ?» C'est rude. Mais la réponse de Huineng est juste parfaite. Il répond du tac au tac. Peut-être qu'il y a des gens du nord et des gens du sud, mais la nature de Bouddha, elle s'en fiche de la géographie. Là, on sent tout de suite qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. Et pourtant, malgré cette réponse incroyable, on ne lui déroule pas le tapis rouge. Pas du tout. On l'envoie dans l'arrière-cour du monastère. Sa tâche, piler du riz. Et ça va durer 8 longs mois. 8 mois d'anonymat, de travail manuel, à l'écart de tous les enseignements. On passe maintenant au cœur de l'histoire, le concours de poésie. Une véritable bataille d'esprit et de sagesse. C'est là, depuis son poste obscur dans les cuisines, que Huineng va avoir sa chance de tout changer. Un concours qui va sceller le futur de tout le bouddhisme zen. La question est posée à tous. Qui sera le prochain 6e patriarche? L'enjeu est énorme. Pour trancher, le maître demande une chose à ses disciples. Écrivez un poème, un gatha, qui montre votre niveau de compréhension de l'éveil. Celui qui écrira le meilleur vers recevra la robe et le bol, les symboles du pouvoir, et deviendra le successeur. Forcément, il y a un grand favori, Shenxiu, le moine en chef. C'est l'érudit, le disciple le plus avancé, le successeur que tout le monde attend. Mais même lui, il doute, tellement qu'il n'ose pas présenter son poème directement. Il va l'écrire en cachette, au milieu de la nuit, sur un mur du monastère. Et c'est là qu'on a le choc des titans. D'un côté, le poème de Shenxiu. Il dit en gros « Le corps est l'arbre de l'éveil. L'esprit est en miroir. Il faut le polir, le nettoyer sans cesse pour que la poussière ne s'y dépose pas. » C'est une vision de l'éveil comme un travail constant, progressif. Et de l'autre, la réponse de Huineng, le pilleur de riz illettré. Son poème dit « L'éveil n'est pas un arbre. Le miroir n'a pas de support. S'il n'y a rien à la base, où est-ce que la poussière pourrait bien se poser ?» C'est une bombe. Il ne dit pas qu'il faut nettoyer le miroir, il dit qu'il n'y a même pas de miroir à nettoyer. La réaction du patriarche, totalement inattendue. Devant tout le monde, il regarde le poème de Huineng et dit « Ça non plus, ça ne révèle pas la vraie nature. » Et hop, il l'efface avec sa sandale. On pourrait croire que c'est un rejet, mais en fait, c'est une ruse incroyablement fine. Il a compris que Huineng avait tout saisi, mais il sait aussi que s'il le dit publiquement, la jalousie des autres moines pourrait lui être fatale. Ce qui nous amène à la suite. La transmission secrète, l'éveil au cœur de la nuit. Parce que ce qui s'est passé en public n'était qu'une façade. Le vrai dénouement, lui, a lieu en secret. Le maître se glisse donc jusqu'à la cuisine. Là, il engage un dialogue complètement codé avec Huineng. Il lui demande « Le riz est-il prêt ?»
Évidemment, il ne parle pas de céréales. Il veut dire « ton esprit est-il prêt ?» Et Huneng répond « le riz est prêt depuis longtemps, il n'attend plus que d'être tamisé. En clair, je suis prêt, j'attends juste votre validation finale. » Le maître comprend. Il frappe alors 3 fois le mortier avec son bâton et s'en va. Le message est clair, rendez-vous à la 3e veille de la nuit, dans ses appartements. Et cette nuit-là, dans le plus grand secret, le maître expose le sutra du diamant à Huneng. Et à un moment, il prononce cette phrase. « Ne demeurez nulle part et produisez l'esprit. » En entendant ça, Huneng a une réalisation totale. Son éveil est complet, final, absolu. C'est fait. Le maître lui transmet la robe et le bol, les insignes officiels. Huneng est désormais le 6e patriarche. C'est l'honneur suprême. Mais cet honneur vient avec une sentence. Il doit fuir, sur le champ. Les mots du maître sont glaciaux et sans équivoque. Cette robe est un objet de convoitise. Ta vie ne tient plus qu'à un fil. Pars vite avant qu'on ne te fasse du mal. Le nouveau patriarche doit donc s'enfuir comme un voleur pour préserver la lignée et sa propre vie. On avance maintenant vers le cœur de sa pensée. L'esprit est le Bouddha, le cœur de l'éveil soudain. Après des années passées à se cacher, Huneng a finalement pu enseigner. Et ce qu'il a enseigné, c'était complètement révolutionnaire. Le concept central, c'est la prajna. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. Pour Huneng, la sagesse, l'éveil, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres ou qu'on acquiert avec des efforts. Non, c'est une sagesse qui est déjà là, en chacun de nous, depuis toujours. Le seul truc, c'est qu'elle est recouverte par nos illusions. Le but du jeu n'est donc pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redécouvrir qui l'on a toujours été. Et pour expliquer comment ça marche, il utilise une image géniale, la lampe et la lumière. La concentration, le samadhi, c'est la lampe, l'objet, la substance. Et la sagesse, la prajna, c'est la lumière qu'elle émet. L'une ne va pas sans l'autre. Pas de lampe, pas de lumière, la lampe ne sert à rien. C'est une seule et même chose vue sous 2 angles différents, indissociables. Et ça, c'est une autre idée radicale. Il dit « Tant que l'esprit est pur, la terre pure est juste ici, dans notre propre nature. » Autrement dit, pas besoin d'espérer à aller dans un paradis lointain après la mort. La terre pure, ce n'est pas un endroit géographique, c'est un état d'esprit. Si on purifie notre esprit, on y est, ici et maintenant. Tout se passe à l'intérieur. Alors si on devait résumer les points clés de son école de l'éveil soudain, ce serait ça. Premièrement, tout le monde, les gens ordinaires, sont déjà des Bouddhas. Deuxièmement, les problèmes, les afflictions ne sont pas l'opposé de l'éveil, ils en font partie. Troisièmement, la pratique spirituelle, ça ne se passe pas dans un monastère isolé, ça se passe dans le monde réel. Et enfin, le plus important, l'éveil, ce n'est pas un long processus, c'est une réalisation instantanée de notre vraie nature. C'est direct, accessible et pour tout le monde. Et on boucle la boucle. On revient à cette fameuse question du début. Où la poussière peut-elle se poser ? Ce n'est pas juste une belle phrase poétique, c'est une question qu'il nous pose à chacun d'entre nous. Si, fondamentalement, notre esprit est déjà clair et pur, alors toutes nos angoisses, nos colères, nos doutes, sur quoi s'accrochent-ils vraiment ? S'il n'a pas de miroir, où donc la poussière peut-elle bien se poser ? Je vous laisse avec cette question.